Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Je me suis fait voler toutes mes données personnelles en me connectant sur un wifi public. Je me demande bien comment j'aurais pu éviter ça. Moi, je suis fan de sport, mais tous mes sites de streaming chelous, ils ont fermé. Depuis, je suis la risée de mes potes qui matent tous les matchs sur les chaînes officielles. Je me demande bien comment ils font. Et moi, j'ai fini Netflix. Je me demande bien comment je pourrais trouver plus de contenu à regarder. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui, on va régler 3 problèmes en un. Non, c'est pas vrai. Ouais les gars, vous avez déjà entendu parler d'un VPN? Non. Un VPN, c'est un logiciel qui te permet de protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Ton adresse IP est masquée et tes données sont chiffrées. J'ai pas compris. Ta gueule. Mais si je suis là, c'est pas pour vous parler de n'importe quel VPN, mais du meilleur de tous, NordVPN. Grâce à NordVPN, tu ne feras plus jamais voler tes données personnelles, Bobby. C'est vrai? Et ouais ma gueule. Et toi Ricky, avec NordVPN, tu vas pouvoir accéder aux événements sportifs en ligne en streaming sur les chaînes officielles. C'est pas bof ça, beau pardon? Oh, trop bien. Et je t'ai pas oublié Billy. Avec NordVPN, tu vas pouvoir te connecter sur un serveur étranger et accéder au catalogue Netflix du pays en question. Waouh, génial. En plus de tout ça, NordVPN vient d'intégrer la protection anti-menace qui va neutraliser les cybermenaces sur votre ordinateur avant qu'elles ne causent des dommages et sans avoir besoin d'être connecté à un serveur VPN. Une fonctionnalité inclue gratuitement avec l'offre que je vais vous proposer. En cliquant sur le lien dans la description, vous aurez droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on vous offre même un mois gratuit. Et si jamais vous doutez encore, vous bénéficierez d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Merci John Michael et merci NordVPN. De rien les cons, à la prochaine. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va remonter le temps jusque dans les années 90 pour parler d'un classique du film catastrophe, le cultissime Twister. C'est parti. Au début des années 90, Anne-Marie Martin, actrice principalement connue pour son rôle dans la série comique américaine Sledgehammer, tombe sur un documentaire de la chaîne PBS dédié aux chasseurs de tornades, des scientifiques un peu barrés qui passent leur temps sur les routes à poursuivre ce phénomène, pour la science évidemment, mais sans doute aussi pour le shot d'adrénaline. Après visionnage, Martin se prend de passion pour le sujet et en parle à son mari qui n'est autre que le romancier américain Michael Crichton. Et Michael Crichton, c'est pas n'importe qui. Grand spécialiste du techno-thriller, on lui doit pas mal de best-sellers, et notamment Jurassic Park. Voilà, pas n'importe qui donc. Martin et Crichton se mettent alors à plancher sur une histoire autour d'un groupe de chasseurs de tornades. Et Crichton trouvant le sujet beaucoup trop visuel pour un roman, cette histoire prendra la forme d'un scénario pour le cinéma. Studieux, le couple s'informe sur le sujet à l'aide de documentaires et divers ouvrages, dans le but d'écrire un scénario scientifiquement crédible. Ils s'inspireront notamment des événements des 3 et 4 avril 1974, où 148 tornades se sont formées sur une zone couvrant 11 États, faisant un bilan de 350 décès. Il s'agissait alors du nombre record de tornades sur une durée de 24 heures. Un record qui a été battu en avril 2011, où 219 tornades ont été recensées sur une période de 24 heures et 360 sur une durée de 3 jours. Ah oui, ça en fait de la tornade. Et s'ils tiennent à ce que leur script soit correct d'un point de vue scientifique, ils ne perdent pas de vue les personnages pour autant. L'histoire tourne donc autour d'un triangle amoureux prenant place au sein d'une équipe de météorologues qui tentent désespérément d'envoyer un dispositif révolutionnaire dans une tornade. En 94, ils achèvent une première mouture de Twister et la présentent à Steven Spielberg au sein de sa compagnie Amblin Entertainment. Et Spielberg aime plutôt bien ce script, tellement qu'il le lit d'une traite en à peine 1 heure. Et si Crichton aurait bien vu son ami le mettre en scène, Spielberg préfère le produire. D'autres noms sont alors envisagés, parmi lesquels rien de moins que James Cameron et Robert Zemeckis. Des gars relativement connus dans le milieu. Mais c'est finalement le Hollandais Jan de Bont qui hérite du projet. Directeur photo plutôt réputé dans son pays d'origine, éclairant les films de son compatriote Paul Verhoeven, il débarque à Hollywood dans les années 80, où il travaille notamment avec John McTiernan, Ridley Scott et Richard Donner. Bref, son chemin semble tout tracé pour devenir un directeur photo de légende. Sauf que de Bont a d'autres ambitions. Il veut passer à la mise en scène. Et il finit par y arriver en signant Speed en 94, énorme succès public cette année-là, qui lui permet d'enchaîner sur un autre gros projet, la version américaine de Godzilla produite par Columbia. Projet qui finira par tomber à l'eau, jugé trop cher par le studio. C'est donc peu de temps après que de Bont reçoit le scénario de Twister, et s'il trouve le sujet absolument passionnant, n'étant personnellement pas familier du phénomène, il n'est pas pour autant emballé par le script qu'il trouve creux, avec des personnages sans grand intérêt et manquant de relief. Ouais, il est comme ça de Bont. Plutôt cash. Toujours est-il qu'il aime le concept général et que de nombreuses idées lui viennent pour améliorer le script, le rendre à la fois plus dynamique et plus humain. Il rappelle donc Spielberg pour lui dire ce qu'il en pense et celui-ci est convaincu. Il invite donc à venir travailler sur le projet. De Bont s'adjoint alors les services d'un certain Joss Whedon pour faire une nouvelle passe sur le script, lui qui avait déjà travaillé sur Speed. Il réécrira notamment une partie des dialogues, aux grandes dames de Martin et Crichton, qui voient leur script original prendre une autre forme sans qu'ils aient leur mot à dire. La dure loi d'Hollywood. Mais le truc, c'est qu'il suffira pas d'un bon script pour partir tourner Twister. Le film pose en effet un challenge inédit jusqu'alors, à savoir comment recréer des tornades crédibles à l'écran. Était-ce seulement faisable? Pour espérer obtenir le feu vert d'un gros studio, il allait falloir le prouver. C'est donc ILM, la société d'effets visuels de George Lucas, qui hérite de cette tâche. Après avoir donné vie aux T-1000 et ressuscité des dinosaures, ils devront donc créer des tornades plus vraies que nature.
Dennis Muren, le célèbre superviseur d'effets spéciaux, accepte le challenge et se met au travail. Pendant une dizaine de semaines, il travaillera main dans la main avec Habib Zargarpour, spécialiste des effets visuels à base de particules, pour développer la technologie nécessaire et créer un plan test d'une tornade entièrement numérique qui soit la plus convaincante possible. Face aux résultats impressionnants, De Bont et Spielberg sont emballés et courent voir les studios en espérant les convaincre du potentiel du projet. Et l'enthousiasme est partagé, tellement que la Warner et Universal s'associent et donnent immédiatement le feu vert, ce alors que le script n'est même pas encore achevé. Alors votre enthousiasme est apprécié, mais calmez-vous un peu. Du côté de l'écriture justement, lorsque Joss Whedon attrape une bronchite, il se voit obligé de faire une pause et est remplacé au pied levé par Steven Zaillian, scénariste oscarisé pour La Liste de Schindler. Toujours est-il que le projet est officiellement lancé et De Bont se lance alors à la recherche de ses acteurs principaux. Il accorde d'ailleurs énormément d'importance à son casting. Il ne veut pas forcément de grandes stars, il veut surtout de bons acteurs qui soient crédibles dans leur rôle. Et concernant les deux rôles principaux, Joe et Bill, De Bont tient à trouver des acteurs en bonne forme physique qui soient capables de relever le défi que représentera le film sans passer la journée à se plaindre. Car De Bont compte bien les plonger au cœur de l'action en se passant de doublure dans la mesure du possible. Pour incarner Bill, c'est d'abord Tom Hanks qui est choisi. L'acteur fera même une lecture du script et des essais costumes, mais il quittera finalement le projet, n'étant pas sûr de correspondre au rôle, ni d'avoir envie de faire ce genre de film à cette étape de sa carrière. D'autres sont alors envisagés, comme Kurt Russell et Michael Keaton, mais c'est finalement Bill Paxton qui hérite du rôle. Partenaire de Hanks sur Apollo 13, ce dernier l'a vivement recommandé auprès des producteurs, le trouvant taillé pour ce rôle. Sacré Tom Hanks. Concernant Joe, De Bont a une idée bien précise en tête. Pour incarner ce personnage féminin fort et leader dans l'âme, il veut Helen Hunt. Sauf que l'idée ne convient pas au studio, car Hunt a beau être une vedette du petit écran, elle n'est pas une star de cinéma. On lui propose d'autres actrices, parmi lesquelles Laura Dern et Bridget Fonda, mais De Bont n'en démord pas. Au terme d'âpres négociations, il parviendra donc à imposer l'actrice au studio. Il faudra cependant aménager le planning de tournage autour de son planning à elle, pour qu'elle soit libre à temps pour tourner la nouvelle saison de sa série Dingue de toi. Et autour du duo principal graviteront notamment Jamie Gertz, Philip Seymour Hoffman et Cary Elwes. Le 1er mai 1995, l'équipe débute le tournage avec un budget de 88 millions de dollars et les prises de vue auront lieu entre l'Oklahoma et l'Iowa. À ce moment-là, le script est revenu entre les mains de Joss Whedon, qui rendra sa copie fin juin. L'équipe doit donc faire au mieux avec un script incomplet et De Bont encouragera ses acteurs à improviser leurs répliques pour plus de naturel dans les échanges. Un autre scénariste, Jeff Nathanson, sera cependant présent sur le plateau pour les réécritures de dernière minute. Bref, ça commence à peine que c'est déjà épique et ça va pas aller en s'améliorant. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que De Bont tenait à tourner son film en plein milieu de la saison des tornades, histoire d'avoir les conditions idéales avec un ciel bien nuageux, etc. Le truc, c'est que le temps est extrêmement changeant. Il peut faire très moche, puis très beau en l'espace de 30 minutes. De plus, étant donné qu'une tornade ça reste un phénomène dangereux, ils sont suivis par une équipe d'experts équipés de radars Doppler qui seront là à la fois pour faire office de conseillers scientifiques, mais aussi pour les alerter au cas où une tornade approcherait. Plusieurs alertes eurent ainsi lieu pendant les prises de vue, et dans le cas où la tornade approchait à moins de 8 km, ils devaient vite démonter grue et lumière et aller s'abriter. Pendant cette période, ils tournent donc en priorité les plans nécessitant un ciel extrêmement gris, mais les conditions sont tellement compliquées qu'ils ne peuvent parfois tourner qu'un ou deux plans par jour. Et le film prenant quasi entièrement place en extérieur, ça ne facilite pas les choses. Le temps deviendra cependant plus clément à mesure que le tournage avancera, mais ça va poser des problèmes de continuité avec des plans tournés sous différentes conditions météo, qui ne sont par conséquent pas du tout raccords. Un vrai bonheur. Concernant les effets spéciaux, John Fraser se charge des effets pratiques et travaille en étroite collaboration avec Steven Fangmeyer, superviseur des effets visuels de chez ILM, pour se partager les tâches. Et autant dire qu'ils vont avoir du boulot les gars. Pour simuler les conditions météo extrêmes d'une tornade, Fraser utilise des réacteurs de Boeing 707 et de nombreuses machines à vent. Et vu le bruit assourdissant occasionné par ces dispositifs, les acteurs ont beaucoup de mal à se synchroniser entre eux, ne sachant pas à quel moment dire leurs répliques. Yann De Bont devra donc les guider à distance grâce à des oreillettes. L'un des premiers morceaux de bravoure à être tourné est une séquence prenant place pendant une tempête de grêle. Et pour ce faire, l'équipe doit faire importer des blocs de glace depuis un état voisin, car il était impossible d'en trouver en Oklahoma. Lors du tournage, ils utilisent donc le fameux réacteur de Boeing, placé sur un camion, et au-dessus duquel se trouve un conteneur rempli de débris et de faux grêlons. Ces derniers sont alors projetés sur la voiture dans laquelle se trouvent les deux acteurs principaux, qui n'auront pas besoin de se forcer pour jouer la comédie. Paxton, à l'extérieur du véhicule en marche, se recevra d'ailleurs pas mal de grêlons et de débris sur le visage, qui lui vaudront des égratignures et des bosses. Mais comme dit précédemment, De Bont tient à plonger ses acteurs au cœur du chaos, ce dans une volonté de réalisme. Il veut que son film ait un aspect quasi documentaire et que l'on croit à ce qui se passe sous nos yeux. Le rendu visuel sera donc très nerveux. Hors de question de faire des plans statiques ou des travelling très stables, même si de tels plans faciliteraient le travail d'ILM en post-production. De Bont veut au contraire des plans filmés le plus possible caméra à l'épaule pour un rendu vif et immersif. C'est Steven Fangmeyer qui va être content. Bref, le tournage de Twister est un challenge de tous les instants. Challenge technique, challenge physique, mais aussi challenge humain. Car lors de la 5e semaine, le directeur de la photographie Don Burgess et son équipe décident de quitter le tournage. Selon De Bont, Burgess avait du mal à s'adapter aux changements météo incessants et n'était pas
pas assez rapide pour faire les mises en place nécessaires. Et étant donné que les studios lui mettaient la pression pour avancer plus vite, ça ne pouvait pas coller. Sauf que cette version n'est pas du goût de l'équipe de Burgess, qui assure que son directeur photo sait travailler vite et bien. Pour eux, le problème se situerait bien plus du côté du réalisateur, qu'il juge désorganisé et incapable de savoir précisément ce qu'il veut. Le problème, c'est que pour obtenir le style documentaire recherché par De Bont, ce dernier tient à filmer avec de nombreuses caméras en simultané. 5 caméras pour les petites mises en place, et 13 pour les plus ambitieuses. Un vrai casse-tête logistique pour Burgess donc, sans compter les conditions extrêmes avec le vent, les débris et le bruit infernal des réacteurs. Et c'est ainsi que lors d'une journée de tournage impliquant toutes les machines avant, un caméraman ne voit pas De Bont lui faire signe et atterrit en plein milieu de la scène, dans le champ des autres caméras. Le réalisateur s'énerve au point d'en venir aux mains avec le technicien, et ce fut la goutte d'eau qui poussa Burgess et son équipe à tout laisser tomber. Burgess sera remplacé par Jack Green, qui restera quant à lui quasiment jusqu'au bout du tournage. Quasiment, ouais. Quasiment. Et malgré le chaos général, le studio n'envoie personne sur place pour surveiller le réalisateur, et ce dernier jouit ainsi d'une grande liberté artistique. Et du côté des acteurs, comme on a déjà pu le constater, c'est pas facile non plus. De Bont ne mentait pas quand il disait que le tournage serait physique. Paxton et Hunt passeront ainsi des journées exténuantes à courir, esquiver et se cacher. Pour ne rien arranger, il leur arrive de recevoir des débris dans la bouche en plein milieu des prises, ce qui les oblige à s'arrêter pour tousser et recracher la chose en question. Quel enfer, putain. Et lors du tournage d'une scène en voiture où le ciel est trop clair, des spots lumineux extrêmement puissants sont pointés sur les deux acteurs, ce dans le but d'obscurcir le ciel en arrière-plan. Le problème, c'est que la puissance de l'éclairage est telle qu'elle va brûler leur rétine, leur faisant perdre la vue temporairement. J'ai même pas les mots. Un autre jour, Hunt se blesse lors d'une cascade où elle est censée sauter d'un véhicule en marche. Elle se prendra en effet la portière en pleine tête et perdra conscience quelques instants. Et tous ces problèmes occasionnèrent bien sûr des retards, ce qui fit qu'Hunt ne put finir de filmer ses scènes à temps et être disponible pour tourner sa série. Son partenaire Paul Reiser accepta cependant de repousser leur tournage de 2 semaines et demie pour lui permettre de terminer Twister. Et l'autre problème qui se présenta pour les acteurs fut tout simplement la gestion des effets visuels. Ils eurent en effet beaucoup de mal à réagir face aux tornades inexistantes. De Bont dut donc mettre la main à la pâte et se mit à courir sur le plateau avec un mégaphone pour jouer la tornade, aidant ainsi ses acteurs à mieux visualiser la scène. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Pendant le tournage, l'équipe investit la petite ville de Waukita en Oklahoma. Les studios ne font pas les choses à moitié et achètent pas moins de 8 pâtés de maisons, chose facilitée par le fait que la ville se dépeuplait et que beaucoup de maisons et bâtiments étaient alors inoccupés. L'équipe artistique se charge alors de rénover la maison star dans laquelle les personnages du film font un arrêt. Mais ensuite, il passe en mode destruction. Pour une séquence prenant place après le passage d'une tornade, ils font de ces 8 pâtés de maison un immense décor de fin du monde, s'inspirant d'archives photos pour être le plus fidèle possible à la réalité. Et après le tournage, l'équipe a bien évidemment tout déblayé et a même planté des arbres. Une bonne affaire pour la petite ville de Waukita, désormais connue comme la ville de Twister, et dans laquelle on peut même trouver un musée dédié au film. Entrée gratuite à ce qui paraît. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par le musée Twister. Mais j'avoue que ça aurait pu être cool. Lorsque l'équipe doit mettre en boîte l'acte 3 du film, avec la tornade la plus énorme, le superviseur des effets visuels John Fraser se casse la tête pour relever tous les défis qui s'imposent. Parmi eux, faire voler un camion-citerne pris dans la tornade. Pour ce faire, l'équipe crée une réplique de camion-citerne en aluminium et la suspend dans les airs à l'aide d'une grue. Et lorsque le camion en question atterrit et explose face à la voiture de nos héros, c'est une véritable explosion, mais qui devrait être refilmée car ratée la première fois. Le technicien en charge du camion l'avait en effet lâché trop tôt, ce qui fait que la voiture des héros n'était pas assez près de l'explosion. Et allez, une semaine de plus au compteur. Et De Bont se gardera bien de révéler au studio la véritable raison de cette rallonge budgétaire. Enfin, lors des prises de vue se déroulant à l'intérieur d'une maison grandement endommagée par une tornade et sur le point de s'effondrer, le décor est créé sur un plateau à l'aide de systèmes hydrauliques. Sauf qu'au moment où un mur du décor est censé s'effondrer, les techniciens n'ont pas remarqué que le directeur photo Jack Green est encore présent sur le plateau pour procéder à des ajustements. Il sera donc malheureusement blessé au dos lors de l'effondrement du mur et passera quelques jours à l'hôpital. C'est ainsi que lors des derniers jours de tournage, De Bont officia lui-même en tant que directeur de la photographie. Et c'est ainsi que ce tournage de l'enfer prit fin à la fin de l'été 96. Et la post-prod consistera en une course contre la montre, la sortie étant prévue pour le 17 mai 96. Le montage fut confié à Michael Kahn, monteur fidèle de Spielberg qui allait avoir du pain sur la planche. En effet, c'est pas moins de 396 km de pellicule qu'il allait falloir dérusher, là où une production classique est plutôt aux alentours des 90 km. Ouais, c'est beaucoup couvert de Bont. Et pendant le montage, des modifications sont apportées à la demande des studios. En effet, ces derniers trouvent que certains éléments du film sont peu clairs et demandent à De Bont de rajouter des scènes d'exposition. Le réalisateur n'est pas très chaud, arguant que cela ralentirait le rythme du film, mais le studio insiste et il doit donc s'y soumettre. Il part donc tourner une nouvelle séquence où l'on explique notamment le fonctionnement du dispositif Dorothy. A l'inverse, de nombreuses scènes sont coupées, notamment celle avec le personnage de Jonas incarné par Carrie Elwes. Et concernant la musique, De Bont fait appel à Mark Mancina qui avait signé la BO de Speed. Et du côté d'ILM, ça charbonne grave. Tels les pionniers qu'ils sont, les techniciens des effets visuels se plongent à corps perdu dans ce challenge. Et pour commencer, ils étudient le phénomène, récoltant le plus de références visuelles possible. Il leur fallait savoir à quoi ressemblait exactement une tornade vue de près. Sauf que c'est pas simple, parce qu'une tornade est généralement toujours filmée de loin par un amateur et pas franchement en bonne qualité. ILM fera donc appel à de vrais chasseurs de tornades, leur demandant d'aller filmer pour eux histoire de disposer de meilleures références. Certains de leurs plans de ciel orageux seront d'ailleurs intégrés au sein du film. Contrairement à ce qu'ILM a l'habitude de créer, les tornades ont ça de particulier qu'elles ne sont pas de simples formes en mouvement. Il s'agit en
réalité d'un ensemble de particules. Il fallait donc s'assurer que le rendu soit fidèle à cet état de fait. Et l'équipe tentera de donner une personnalité différente à chaque tornade, de la danse féerique des 2 F2 à la charge d'éléphant de la F5. Comme prévu, le style visuel de DeBont ne leur facilite pas la tâche. Les plans sont instables au possible et tout est filmé en décor naturel. Ils ne peuvent donc pas se reposer sur des fonds verts ou bleus et doivent bien souvent détourer les personnages à la main pour pouvoir incruster des éléments derrière eux. Et le truc, c'est qu'ils ne doivent pas simplement créer des tornades, ils doivent aussi créer tous les éléments qui les entourent et la façon dont elles impactent l'environnement. Les débris divers, la destruction de plusieurs bâtiments, des arbres qui tremblent, des véhicules et animaux qui s'envolent. La célèbre vache volante, image culte du film s'il en est inspirée d'une histoire vraie. En effet, un paysan avait vu ses vaches emportées par une tornade et les a retrouvées bien vivantes 3 km plus loin. C'est résistant une vache mine de rien. Autre tâche à accomplir pour ILM, de multiples remplacements de ciel histoire d'uniformiser tous les plans. Et histoire de complexifier encore plus la tâche, DeBont ajoute de nouveaux plans à retravailler au fur et à mesure du montage. C'est ainsi que sur 150 plans de remplacement de ciel prévus à la base, ILM en concevra finalement 300. Du côté du son maintenant, le réalisateur tient à ce que le montage sonore soit le plus percutant possible. Et toujours dans le but de donner de la personnalité aux tornades, il veut que chacune dispose d'une voix propre. DeBont veut en faire des monstres, et pour arriver au résultat voulu, le monteur Steven Hunter Flick utilisera divers rugissements d'animaux qu'il mixera, inversera et passera au ralenti. Le résultat, un rendu quasi organique, mais difficile à définir précisément. Lorsque DeBont montre un premier montage à la Warner et Universal, leurs retours sont plus qu'enthousiastes. Ils pensaient que le film serait bon, mais là, ils commençaient à se dire qu'ils avaient potentiellement un gros succès entre les mains. Décision est alors prise de sortir le film plus tôt que prévu, le 10 mai au lieu du 17, histoire de profiter de 2 week-ends avant la sortie du Mission Impossible de Brian De Palma. Et sachant que le calendrier de post-production était déjà serré, cette modification oblige les techniciens d'ILM et les mixeurs son à travailler nuit et jour 7 jours sur 7 pendant tout le mois d'avril 96, ce pour que le film soit terminé à temps. Et ils y parviennent. Tel que prévu, le film sort donc le 10 mai 96 aux USA. Warner le distribue sur le territoire américain et Universal à l'international. Et c'est un carton. Twister réalise un excellent démarrage, le 7e meilleur de tous les temps, et sera le 2e plus gros succès de l'année 96 juste derrière Independence Day, rapportant près de 500 millions de dollars au box-office mondial. Du côté des critiques, les retours sont assez favorables et le public est plus qu'enthousiaste. C'est donc un énorme succès et le film recevra même 2 nominations aux Oscars pour les meilleurs effets visuels et le meilleur mixage sonore, qu'il perdra à la faveur d'Independence Day et Le Patient anglais. Bref, Twister, c'est un film qui s'est instantanément fait une place dans l'imaginaire collectif. Twister démarre lors d'une nuit de terreur où la petite Jo va assister impuissante à la mort de son père, aspirée par une tornade de force 5. 27 ans plus tard, Jo est désormais leader d'un groupe de chasseurs de tornades. Et alors que se profile la saison la plus dévastatrice ayant eu lieu depuis son enfance, elle voit débarquer Bill et sa fiancée Melissa, venus lui demander de signer les papiers officialisant leur divorce. Ce que Jo ne fera pas dans l'immédiat. Se prendre un vent de la part d'une chasseuse de tornades, c'est pas très étonnant ceci dit. Jo va donc sciemment faire traîner les choses et en profiter pour embarquer Bill dans les 24 heures les plus intenses de sa vie. 24 heures où ils vont en apprendre autant sur eux-mêmes que sur la puissance dévastatrice de la nature. Une tempête approche. Twister, c'est ce genre de production typique des années 90 qu'on se regarde toujours avec plaisir. On a beau l'avoir vu des dizaines de fois et le connaître par cœur, bah c'est pas grave. 26 ans plus tard, ça fonctionne toujours aussi bien et c'est surtout toujours aussi plaisant. Et ça, c'est en grande partie dû à la maîtrise formelle de Jan DeBont, dont la mise en scène extrêmement efficace n'a pas pris une ride. Le film commence très fort avec un prologue qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. On y adopte le point de vue de la petite Jo, ce qui vient donner à cette séquence des allures de cauchemar juvénile. Jo et ses parents semblent en effet poursuivis par une force maléfique qui restera dans l'ombre tel un monstre. Jan DeBont met ici en scène l'inéluctabilité d'une menace invisible détruisant tout sur son passage. Un monstre bien réel car purement naturel, qui nous oblige à nous terrer sous terre tels des animaux apeurés et nous arrache la personne censée nous protéger. En à peine 2 minutes, les enjeux sont posés. La séquence est terrifiante et doit d'ailleurs beaucoup au travail de Steven Hunter Flick, les fameux grognements de la tornade faisant littéralement froid dans le dos. Une intro qui donne le ton donc, et dont on ne pourra que saluer la maîtrise, la séquence étant réellement scotchante. Par certains aspects, elle me rappelle d'ailleurs les intros des films de monstres de Spielberg, Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Des séquences dont le but est très clair, vous mettre KO dès les premiers instants du film, et vous terrifier sans jamais vous montrer la chose même qui vous terrifie. C'est pas pour rien que Crichton avait pensé à son pote pour le mettre en scène. Après cette intro coup de poing, un retour au calme s'impose. Le calme avant la tempête, évidemment. Un retour au calme qui nous permet de faire connaissance avec le groupe de personnages que l'on va suivre 2 heures durant, et principalement Bill, incarné par Bill Paxton. Ouais, au moins il galère pas trop à se rappeler du nom de son personnage. Futur ex-mari de Jo, c'est un homme qui semble avoir tourné la page sur ses années de chasse à la tornade. Une nouvelle voiture, un nouveau travail, une nouvelle femme, comme le dit si bien Jo, c'est littéralement une nouvelle vie qui s'offre à lui. Et pourtant, toute cette nouveauté, tous ces changements ne sont que vainement superficiels. C'est ce que le parcours du personnage révélera au fur et à mesure du film. Il a beau vouloir se convaincre du contraire, Bill n'en a pas fini avec son ancienne vie. Quant à Jo, c'est une femme de tête tiraillée entre ses sentiments pour Bill et son obsession envers ces tornades qui lui ont arraché son père. Le personnage est humain, faillible et donc attachant, et incarné avec énormément de talent par une Helen Hunt impliquée
est faite pour ce rôle. Son alchimie avec Bill Paxton saute aux yeux tout au long du métrage, et les deux acteurs forment donc un duo tout simplement détonnant. De manière générale, le casting est d'ailleurs plutôt bon, même s'il faut reconnaître que la plupart des rôles secondaires ne servent pas à grand chose. L'équipe des chasseurs de tornades a beau compter parmi ses rangs des acteurs de la trempe de Philip Seymour Hoffman, difficile de leur trouver une quelconque utilité si ce n'est nous donner un aperçu du côté doudingue de telles personnalités. S'ils sont soudés et que leur dynamique de groupe est plus que crédible, ils restent largement sous-exploités, car ce n'est pas leur histoire qu'on raconte. Et j'imagine que pas mal de leurs scènes ont dû être sacrifiées sur le banc de montage. L'histoire, c'est bien celle de Bill et Joe qui doivent résoudre leurs problèmes personnels tout en faisant face aux pires tornades de l'histoire. Ah, ils vont pas s'emmerder les deux loustiques. Ce qui est cool avec Twister, c'est justement la façon dont les séquences spectaculaires avec les tornades sont intimement liées aux enjeux personnels de nos protagonistes. Le film n'est jamais gratuit dans son approche du grand spectacle, et chaque fois que notre duo se trouvera confronté à une tornade, il s'agira autant d'un combat contre les éléments que contre leurs propres démons. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le film effectue une progression crescendo dans la taille des tornades, commençant par une petite F1 jusqu'à la colossale F5. Chaque tornade constituera un challenge à la fois physique et psychologique pour Joe et Bill, et pour ça on saluera l'écriture. Du grand spectacle oui, mais jamais au détriment des personnages. Et autant dire que niveau grand spectacle, le film en a sous le capot. On est d'ailleurs en droit de se poser la question suivante. 26 ans plus tard, les effets visuels tiennent-ils toujours autant la route ? Eh bien disons que ça dépend des plans. Si certains accusent le coup des années, d'autres restent franchement impressionnants. Toujours est-il qu'on ne peut que saluer le travail d'ILM, une société qui a clairement révolutionné l'industrie à plusieurs reprises et particulièrement dans les années 90. Et Twister est assurément l'une des plus importantes pierres posées à cet édifice aux côtés de Terminator 2 et Jurassic Park. Là où Twister n'a pas pris une ride en tout cas, c'est du côté de la mise en scène. Comme je l'ai dit plus tôt, le réalisateur n'a fait aucune concession vis-à-vis des effets visuels. Sacrifier une mise en scène dynamique sur l'autel des CGI, très peu pour de bon. Twister profite ainsi d'une maestria visuelle constante à base de plans dynamiques toujours en mouvement. La caméra n'est jamais statique, nous plongeons au cœur de l'action et nous faisant constamment ressentir l'urgence de la situation dépeinte. Et plus on s'approchera des tornades, plus la caméra tremblera, elle-même victime des intempéries locales. Toujours dans cette volonté d'immersion, le réalisateur s'emploie également à concevoir de longs plans reliant différentes actions plutôt que de procéder à des coupures intempestives. Et beaucoup de ces plans seront d'ailleurs filmés par hélicoptère, nous permettant de suivre le convoi tout en mettant en valeur les grands espaces de l'Oklahoma et l'Iowa. Des grands espaces où le convoi paraît justement bien petit, comme pour souligner le rapport d'échelle entre nos personnages et le monde dans lequel ils évoluent. Un monde régi par une nature toute puissante sur laquelle ils n'ont aucun pouvoir. Pas une seconde à perdre pour nos personnages donc, qui courent constamment après les éléments quand ce ne sont pas les éléments qui leur courent après. Le film prend en effet la forme d'un road movie où les temps morts se font très rares. Le groupe passe son temps sur la route et chaque séquence de trajet en voiture est un véritable appel à l'aventure, sentiment renforcé par la musique rythmée de Mark Mancina, parfois couplée à des morceaux rock traduisant avec dynamisme cette douce folie ambiante. Mais ce n'est pas qu'un film d'aventure cool et innocent. Son prologue nous avait mis en garde, Twister dispose aussi d'un côté sombre. Au fur et à mesure que l'histoire avance, Twister démultiplie ses enjeux en même temps que la taille de ses tornades. L'intensité grimpe et de bons orchestres d'impressionnants moments de pure tension. Impossible d'ailleurs de ne pas citer la séquence de la F4 qui détruit le drive-in où est diffusé Shining, comme si De Bont voulait nous prévenir que la séquence à venir tiendra plus du film d'horreur que du grand film d'aventure. Une rupture de ton donc qui arrive à un moment crucial pour nos personnages. Pour résumer, Bill vient juste de révéler à Joe que malgré ses efforts pour changer de vie, il avait toujours des sentiments pour elle. Le truc, c'est qu'il se doutait pas que son actuelle fiancée Melissa écoutait la conversation à ce moment-là. Le coup dur. Cerise sur le gâteau, Bill a mis Joe face à ce qui constitue son plus grand problème, à savoir son obsession autodestructrice et quasi suicidaire pour les tornades. Et si elle veut d'une vie avec Bill, chose qui paraît évidente, il lui faudra d'abord exorciser son trauma d'enfance. Bref, quand la tornade F4 débarque par surprise pour tout faire péter, elle ne représente rien de moins que la tempête interne qui se joue au sein de personnages perdus, amenés à faire un choix capital qui définira le reste de leur existence. Pas de pression. C'est d'ailleurs assez intéressant de constater l'évolution de Bill à travers le film, qui se fait dépouiller petit à petit de chacun des éléments constituant sa nouvelle vie, jusqu'à cette voiture qu'il finit littéralement par abandonner à la tornade. En 1998, le réalisateur Steven Kessler a poursuivi Spielberg et Crichton en justice pour plagiat. Kessler avait en effet écrit un script baptisé Catch the Wind en 1990, dans lequel on suivait une bande de chasseurs de tornades. Et ce script, il l'avait proposé à Amblin Entertainment, Warner Bros et Universal. Mais c'est finalement Spielberg et Crichton qui remportèrent le procès, les ressemblances entre les deux scripts étant trop minces pour être considérées comme du plagiat. Bref, Twister, c'est un blockbuster spectaculaire et rythmé, profitant d'une mise en scène inspirée et immersive qui nous offre un impressionnant aperçu de la puissance de la nature. 2 heures durant, on est embarqué dans une course folle contre les éléments, aux côtés d'un duo de personnages attachants qui fait que l'on se sent impliqué émotionnellement. Alors certes, comme pas mal de blockbusters des années 90, il joue parfois un peu trop avec la suspension consentie de l'incrédulité. On se demandera par exemple pourquoi la tornade semble avoir plus d'emprise sur un énorme camion citerne que sur le 4x4 dans lequel se trouvent nos héros. Mais est-ce vraiment utile de chipoter sur ce genre de détails? Bien sûr que non, parce que c'est aussi ça qui fait le charme du film. Twister, c'est donc un film hyper plaisant, qui a du cœur, mais qui offre aussi son lot de frissons. Un métrage qui mérite amplement son statut de film culte et qui, près de 3 décennies plus tard, résonne toujours autant dans le cœur de bien des cinéphiles.
On pourra notamment évoquer l'hommage que des chasseurs de tornades d'Oklahoma ont rendu à Bill Paxton lors de son décès en 2017, écrivant ses initiales grâce à leurs coordonnées GPS. Preuve que le film était bien plus qu'un simple divertissement, mais a su toucher profondément son public et peut-être fait naître des vocations. 26 ans plus tard, cependant, Twister, malgré son importance dans la pop culture, est resté orphelin. Et à une époque où le maître mot est franchise, autant dire que c'est assez étonnant. Encore plus étonnant, Bill Paxton et Helen Hunt avaient chacun leur petite idée en tête concernant un éventuel Twister 2. En 2012, Paxton a en effet révélé qu'il adorerait mettre en scène cette hypothétique suite pour en faire une version beaucoup plus sombre que l'original dans laquelle on adopterait le point de vue de la fille de Bill et Joe, suivant les traces de ses parents. Du côté de Hunt, c'est en 2020 qu'elle s'est exprimée sur le sujet, évoquant qu'elle avait pitché une idée à Universal sans succès en juin 2020 qu'elle aurait également voulu mettre en scène. Et si ce n'est jamais allé plus loin, c'est tout simplement parce que la Universal avait d'autres idées en tête. En effet, juin 2020, c'est aussi le moment où le studio a annoncé la mise en chantier d'un remake de Twister, pris en charge par Joseph Kosinski, réalisateur de Tron Legacy et Top Gun Maverick. Un candidat idéal pour la Universal donc, le réalisateur semblant se spécialiser dans la remise au goût du jour de films cultes. Pas une nouvelle du projet depuis, mais il me paraît évident qu'un jour ou l'autre les tornades feront leur retour sur grand écran. Est-ce que ce sera aussi bon que l'original? Sans doute que non. Parce que Twister est au film de tornade ce que Jurassic Park est au film de dinosaures, à savoir le maître étalon, l'indétrônable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!